Donc, comme je vous disais, il y a ce jumelage entre Nazaret et Cabreton qui n'est pas, comme vous l'avez vu sur ces images, que des mots, puisqu'on va là-bas, ils viennent ici, il y a beaucoup d'échanges. Et c'est aussi grâce à Joao Vitorino, qui est océanographe à l'Institut hydrographique de Lisbonne et qui nous ouvre toutes les portes et qui est un fidèle des Journées du Gouffre et qui va vous parler un peu de ses travaux récents parce qu'il y a eu une campagne océanographique sur le canyon de Nazaret. Donc Joao va nous en parler un petit peu. Merci d'être venu comme à chaque fois, Joao. Merci beaucoup. Bon, merci. Euh, Laissez-moi d'abord remercier Hugo Verlon par le défi de m'appeler à venir ici une nouvelle fois pour pouvoir partager avec vous un peu ce qu'on fait au niveau de travail. Et aussi, évidemment, remercier la mairie de Cap-Breton, dans la présence de son maire, qui a créé toutes les conditions pour que je puisse être ici une nouvelle fois. Je viens ici régulièrement de la deuxième édition et je commence à pouvoir me donner au luxe de, à chaque édition, parler de certains aspects. Et donc, parce qu'il bon, y a toujours un public fidèle et j'imagine les gens peut-être ont la mémoire de ce qu'on a parlé il y a 2 ans et donc on peut progresser. L'année dernière, il y a 2 ans, je vous ai parlé, bon, d'abord, pour ceux qui n'étaient pas là, un peu l'encadrement. Donc, on va parler du canyon de Nazaret sur la partie moyenne de la côte ouest du Portugal, que vous voulez là. Ben, c'est le plus grand canyon de sous-marin de la côte portugaise et c'est aussi un des plus grands au monde avec le gouffre, le canyon du Congo. Donc, il y a à peu près 200 kilomètres de longueur, partant de la plaine abyssale à 5000 mètres jusqu'à quelques centaines de mètres de la plage de Nazaret, ou quand même dans l'axe du canyon, on a encore plus de 100 mètres de profondeur. Il y a une différence importante par rapport au gouffre, c'est que ce canyon-là, la tête du canyon, la partie terminale, il entre dans la terre, parce qu'elle entre dans ce baie de Nazaret. Et ça, c'est important, notamment pour quelques procès qui sont très connus. Ici, on voit, bon, je vais essayer de mettre là, je ne sais pas si ça marche. OK. On voit un peu la vision globale faite par des différentes missions de prélèvement de la bathymétrie avec des systèmes opérés par des bateaux de recherche. Donc, on se rapproche de la partie terminale au large, dans la plaine abyssale. Donc, on peut voir l'aspect impressionnant du canyon. Et aussi, sa partie terminale, la tête du canyon, c'est aussi assez impressionnant avec cette tête, avec des différents tributaires et donc très proche de la côte. Et vous voyez, jusqu'au nord, j'ai mis la plage du nord, la Praia du Nord, où il y a tout un tas de focus d'intérêt dû à des ondes extrêmes et au surfing des ondes extrêmes. C'était un peu ce que je suis venu parler il y a 2 ans, donc j'ai un peu détaillé ce qu'on connaît de la façon comment ces ondes sont générées et comment elles sont dues à la présence du canyon. Et à ce moment-là, j'ai fait aussi un peu la comparaison avec les conditions ici dans la vague d'Osgore et les conditions. C'était intéressant de voir cette comparaison. Aujourd'hui, je ne vais pas... Donc, ça correspond pour nous, à l'Institut hydrographique, correspond à un axe de travaux de recherche sur le canyon de Nazaret, donc comprendre un peu comment le canyon modifie les conditions de la houle qui impactent sur la côte et comment elle crée des conditions pour l'érosion et le transport des sédiments, soit de la zone littorale, soit de la plage. Mais ce type d'étude, il va souvent être conduit à partir d'observations
qu'on peut faire avec des petits bateaux dans la région de la tête du canyon ou même de la plage. L'exception ici, c'est un des procédés de transport qui sont les flushing events, événements de haute turbidité que Hervé nous a parlé, où on doit voir le canyon comme sa vision globale. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre axe qui est cible, c'est d'essayer de comprendre comment le canyon modifie les conditions du plateau continental et pente continentale locale et comment ils aussi peuvent contribuer à modifier des conditions et créer des conditions qui vont affecter non seulement la zone locale, donc la région d'influence du canyon Nazaré, mais aussi les régions plus éloignées, donc créant une réponse à un impact plus régional. Pour adresser ces aspects-là, il faut voir le canyon dans au moins la partie du canyon qui coupe la pente continentale et le plateau continental. Et donc, ceci dit, on doit voir ce qu'on appelle la zone, le domaine d'influence du canyon. C'est une zone assez élargie, donc pour nous, ça se fait. Ok, c'est bien. Ça se fait en utilisant des bateaux de recherche océanographique comme celui-là, Don Carlos I, qui est un des deux qu'on utilise pour la recherche au large dans le domaine. Et typiquement, un des systèmes qu'on utilise, c'est ces profileurs, ce sont multiparamètres. Cette idée que c'est un système qui va profiler, donc il va descendre dans la colonne d'eau avec des capteurs pour différents paramètres, avec ces carrousels de bouteilles qu'on peut utiliser pour prendre des échantillons à différents niveaux, donc pour les cellules nutritives, pour l'évaluation des contaminants, pour le phytoplancton et les autres aspects. Et aussi, on peut coupler ici d'autres capteurs, d'autres systèmes qui peuvent mesurer, par exemple, le courant ou même des profileurs d'image qui peuvent nous donner une idée de la concentration et des caractéristiques du zooplancton dans la colonne d'eau. On va parler un peu plus de ça. À côté de ce moyen qui nous permet de façon régulière, une fois par an ou deux fois par an, couvrir toute la zone d'influence du canyon. On utilise aussi les mesures en permanence avec des systèmes qui sont dans l'infrastructure, qui sont localisés dans la zone pour la monitorisation. Donc on a cet observatoire du canyon de Nazaré, MONICAN, qui a ces deux grands bouées multiparamétriques qui non seulement nous donnent les caractéristiques de surface, houle, météorologie et aussi température de l'eau, mais ont aussi des différents systèmes et capteurs qui peuvent mesurer dans la colonne d'eau. Sur le port, sur la côte, on a des marégraphes côtiers au port de Nazaré et Peniche, donc ça nous va donner l'évolution de l'auteur de la mer à la côte, qu'on peut relier après à certains procès. Et aussi, pour les études un peu plus détaillées, on peut aussi utiliser des systèmes, des mouillages courantométriques, donc des lignes verticales avec le long de laquelle on met différents systèmes de mesure, typiquement des systèmes qui font les mesures sans transmettre ces mesures-là. Donc, ils enregistrent une mémoire solide et après quelques périodes, quelques mois, on va récupérer les données. Ça, c'est les stratégies d'observation qu'on utilisait jusqu'à bien récemment. Et un point important, c'est après aussi relier les observations avec la puissance des modèles numériques. Donc, pouvoir utiliser ces modèles qu'on tourne dans les ordinateurs pour différentes choses, pour prévoir les conditions, pour caractériser
et avoir une étude des procès plus détaillée, et pour aussi construire des visions tridimensionnelles, ou même quatre dimensionnelles, à 4 dimensions, si on met aussi le temps, à partir des observations qui sont donc des visions synoptiques, c'est-à-dire comme une photographie à un certain instant, qu'on va construire avec des observations qui ne sont pas synoptiques, parce que les bateaux prennent, par exemple, 1 semaine à couvrir le domaine, et les conditions changent pendant cette semaine-là. Donc, à la fin de la mission, les conditions ne sont pas les mêmes que j'ai observées à début, mais le modèle peut utiliser les observations et faire évoluer de façon à que, à la fin, je peux avoir une image de ce qui se passe comme si c'était une photo. Donc, voici le domaine, donc la région d'influence du canyon de Nazaré. Donc, vous voyez, c'est assez large. Et les conditions dans cette zone-là, donc les conditions océanographiques dans toute cette zone-là, sont influencées bien sûr par la présence du canyon, mais elles sont dues à la présence de différents facteurs, de différents mécanismes. Bon, il y a un aspect les contraintes qui sont imposées par la topographie et la configuration de la ligne de côte. Par exemple, je détaille ici un effet important, c'est le fait qu'il y a comme une coupure du plateau continental. Vous voyez, au sud de Nazaré, il y a Peniche, et entre Peniche, au large, il y a les îles Berlengas-Farillon, c'est un archipelago. Et vous voyez là, en rouge, c'est la zone des profondeurs qui sont inférieures à 40 mètres, qui sont jusqu'au sud du canyon. Il y a aussi au nord, mais je voulais seulement vous montrer au sud du canyon. Et vous voyez, il y a cette zone de basse profondeur qui va de Peniche, donc le cap, c'est Cap Cavoero qui est près de Peniche, il va jusqu'aux îles. Et ça crée un important contrainte pour la circulation dans cette zone-là, parce que ça bloque un peu la circulation dans le plateau continental qui est entre le canyon et cette zone-là. Un autre composant important de l'encadrement topographique, c'est ce large plateau qu'on appelle le plateau de promontoire de Extremadura, qui est juste au sud du canyon, donc de Peniche. Et ça crée aussi un contraint pour toute la circulation et tous les courants qui viennent, par exemple, du sud, qui vont affecter le canyon. Ils sont contraints à circuler le long de ces promontoires. Donc ça crée aussi des importants, façons d'avoir des forçages sur le canyon. Donc ça, c'est l'accantement topographique qui va créer des contraintes. Et après, il y a des forçages. Il y a différents forçages, différents mécanismes de forçage qui vont agir sur le canyon et vont créer une dynamique, ils vont créer des conditions particulières dans ce sens-là. Je commence par un forçage qui affecte toute la colonne d'eau entre la surface et le fond, et on le connaît bien, c'est la marée. Donc la marée, c'est dû à l'effet gravitationnel, surtout de la Lune sur la Terre, mais aussi du Soleil, comme, disons, des facteurs secondaires. Cet effet gravitationnel qui agit sur la masse, surtout la masse de planète, mais on parle maintenant sur la masse liquide, elle va être aussi contrainte par le fait qu'il y a les bassins océaniques, ils ont des côtes et tout ça, donc ça va créer une circulation dans les bassins. Vous voyez ici un peu les circulations qui se font, disons, en circulant par rapport à des points que vous voyez là, sur des points amphiboliques. En français, je ne sais pas si c'est ça, mais vous voyez un peu là dans l'animation comment dans un bassin comme l'Atlantique Nord, ça peut se créer. Mais il y a ici une simulation, ça c'est un modèle numérique des marées, une simulation un peu plus détaillée qui peut vous montrer comment l'élévation de la surface libre
change. OK. Le fond de teinte, donc le rouge, c'est la haute mer, et donc qui se propage le long de la côte, et après la basse mer, et vous voyez dans le graphique, c'est l'évolution du niveau de la mer mesurée par les marégraphes qui sont à différents points de la côte continentale, Madère et aux Açores. Donc vous voyez un peu ce procès, ça c'est la marée dans l'océan Atlantique Nord, et donc dans la partie ouest qui influencie directement, la partie est qui influencie directement notre côte. Ces effets gravitationnels, ils vont créer une réponse au niveau de l'élévation et des courants associés qui est assez complexe, mais on peut décomposer cette complexité en différents mécanismes plus spécifiques. On parle des constituants de marée, et on peut voir quelle est la réponse qui est due à ces différents composants plus simples. Dans notre côte, la marée dominante, c'est la marée semi-diurne lunaire, la M2. Ici, je représente pour la côte au nord de Nazaré, où il y a un plateau assez régulier. Ils sont des mesures de courant au long du temps, et avec cette série temporelle de mesures de courant, on peut décomposer, voir quelle est la différence, les différentes contributions des différents constituants de marée. Vous voyez là, en jaune, on représente la courant de marée. Cette représentation, on appelle l'ellipse de marée. Donc c'est un peu le courant, il va avoir une certaine intensité dans une certaine direction, mais au fur et à mesure que la marée change, le courant va pouvoir tourner, diminuer l'intensité, et après de nouveau s'intensifier. Et ça, cette position du vecteur, ça définit cette ellipse. Je voulais montrer ça pour la côte nord, le plateau plus régulier, parce que vous voyez pour la marée principale, la M2, donc ça, la période 2h25 minutes, sont des courants assez modestes, voire de 3 cm par seconde, la contribution. Donc la marée totale, ça, c'est la somme de toute la contribution. Et il y a certaines, vous voyez, ça, le courant, ces ellipses-là sont orientées, d'accord, là, avec la topographie. La partie que je représente correspond à cette partie en rouge, et donc il y a un petit canyon, le canyon du Porto. C'est un canyon de pente continentale, mais qui est capable d'influencer l'orientation des mouvements associés à la marée. Maintenant, on va voir, si on voit au niveau du plateau, et le plateau proche de la zone de Nazaré, ça c'est de nouveau un modèle qui crée la marée semi-diurne lunaire, la M2. Pour cette zone-là, vous voyez les ellipses marées, et vous voyez sur ce promontoire au sud l'intensification qui est due au fait qu'il y a des basses profondeurs, et donc il y a cette marée océanique qui interagit avec cette côte-là, et dans cette zone-là, il y a une intensification des courants de marée. Et aussi, vous voyez de la déformation des courants qu'on passe au plateau au nord. Maintenant, sur le canyon de Nazaré, comment la marée agit? On a ces mesures-là qui ont fait avec les lignes de courantomètre. Et ici, c'est le courant seulement lié aux des procès plus de marée, donc c'est seulement les variations de la courant avec des périodes qui sont, c'est pas supérieures, avec des périodes inférieures à 16 heures, donc ça c'est seulement, c'est dominant la marée semi-diurne ici. Et vous voyez, on a les courants de marée, disons comme ça, à 150 mètres, 450 mètres, 750 mètres, 1200 mètres, et 1500, 800 mètres, ça c'est jusqu'à 20 mètres au-dessus du fond. Et ce que vous voyez, c'est une considérable amplification du courant de marée quand on descend et on va juste au fond. On peut voir un petit peu plus mieux ça. Donc, c'était là où je montrais ces
cette série temporelle de courants. Et ça, ce sont les ellipses de marée qui ont pu calculer pour une profondeur d'environ 100 mètres. Donc, ça, c'est la couche supérieure, pas encore dans le canyon. Et si je tourne ça le long du cycle de marée, vous voyez, en chaque point, j'ai mis le courant de marée. Et donc, si je tourne, ça, c'est le long du cycle. Vous voyez comment le courant est en train de changer. Donc, donc le courant descendant, la marée descendant, la marée montant de nouveau. Donc, vous voyez, il y a, c'est toujours à peu près modeste, ça c'est 5 cm par seconde. Ici, peut-être entre 5 et 7 cm par seconde. Là, il y a l'orientation. C'est intéressant, ce n'est pas le long de l'axe principal du canyon, c'est le long de ses tributaires. Donc, il y a toujours déjà ici une certaine contrainte topographique. Mais qu'est-ce qu'on va trouver jusqu'au fond? Bon, avant de mettre des profondeurs, on a ça. Donc, vous voyez, il y a une très grande amplification de courant de marée, surtout dans cette partie-là où le canyon est très, très, très serré. Donc, il est très profond. Là, on parle ici à 1800 mètres à peu près. Et donc, il a peu de kilomètres de travers. Et là, il y a une très forte amplification. Vous voyez, je mets le courant de marée dans la même échelle. Et vous voyez, ça c'est plutôt 25, voire 30 cm par seconde. Et voilà, ça tourne comme ça. Donc, dans cette position-là, au milieu, dans le plateau, le courant est pratiquement vers la côte, ou vers le large, et il n'y a pas vraiment de rotation, c'est vraiment des pulses dans une direction à l'autre. Tandis que dans les autres endroits, même s'il y a des contraintes topographiques, on a encore une certaine courant de certaines phases qui traversent la topographie. Bon, donc cet effet dominant, c'est un peu dû au fait qu'il y a la marée qui a fait toute la colonne d'eau, mais après, il y a la possibilité, parce que dans la colonne d'eau, il y a des variations de température, salinité, donc de densité, il y a la possibilité de ces changements de densité, de supporter des ondes. On voit ici, on voit les conditions en été, des couches très chaudes en surface, après plus froid, mais toujours maintenant une certaine stratification. On parle de stratification, donc ces changements de température, voire de densité en subsurface. En hiver, on a des couches de mélange assez profondes qui pratiquement couvrent tout le plateau continental, mais toujours on a les variations au niveau plus profond, donc capable de maintenir ces propagations internes. On parle d'ondes internes pour ces propagations internes. Et ici, il y a une simulation numérique de comment ça se passe. Il y a la marée dans cette zone de transition topographique assez abrupte, comme la pente continentale ou alors les deux flancs du canyon, elle peut, en interaction avec cette topographie-là, elle peut créer transférer une partie de l'énergie vers des bâtiments, des variabilités internes qui va se propager après avec un certain angle. Donc ces variations vont se propager à l'horizontale, mais aussi à la verticale. Ça dépend de la fréquence de forçage et aussi des caractéristiques de la stratification. Et vous voyez, cette variabilité va se propager vers le bas et donc va se réfléchir. Donc, dans la pente continentale, elle peut se propager vers le large. Et s'il y a de la stratification sur le plateau, aussi en direction à la côte. Mais dans le canyon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se réfléchir dans les différents frontières du canyon et elle va se concentrer jusqu'au fond. Donc ça crée une concentration de l'énergie associée à la marée médiane juste au fond, ce qui explique cette haute courant de marée jusque proche du fond. Donc vous voyez là. Bon, ça c'est important parce que ça permet donc la marée,
ça permet de maintenir toujours des conditions de remobilisation des sédiments de fond. On a vu ça quand on a fait une section donc répétée. Ici, c'est la turbidité en fonction de la profondeur et aussi de la distance le long de cette section. C'était une section à peu près à 800 mètres de profondeur, donc proche de déjà dans la partie plus supérieure du canyon, on avait le mouillage. Et si on fait ça tourner, la répétition, vous voyez, en haut, c'est la marée, l'élévation de la surface mesurée au port de Nazareth. Et pendant les différentes phases du cycle de marée, vous voyez qu'il y a des moments où il y a intensification, donc il y a resuspension de sédiments au fond, dû au fort courant. Et après, bon, et donc il y a toujours un mécanisme de maintenir des courants en suspension. C'est très important ça, donc la marée, ça crée ce mécanisme-là et ça c'est très important parce que ça agit après avec les courants résiduels. Donc le courant, quand on filtre la marée, il y a toujours le courant qui est dû au forçage océanique, à la circulation créée par le vent. Bon, ça c'est un courant qui change avec des échelles plus longues de temps, bon, voire un jour, 2 jours, 3 jours, ou plus, 15 jours, une semaine. Vous voyez là, dans le mouillage qu'on a mis sur 700 mètres, ce qu'on voit, c'est un courant résiduel qui est pratiquement, bon, pendant une longue période, dirigé vers la côte, vers la tête du canyon. Mais dans le mouillage qui était dans la partie qui faisait la transition entre la partie du canyon qui coupait le plateau et la partie extérieure, on parle de la bouche du canyon, dans ce cas-là, on a pratiquement un courant persistant vers le large. C'est-à-dire, ça c'est la région où il y avait plus de resuspension, plus de courant de marée. Et donc ce sédiment va être mis dans la colonne d'eau et va être poussé vers le large par ce courant résiduel. Donc c'est un mécanisme de pouvoir transporter ce sédiment de fond, toujours vers les zones plus profondes. C'est important parce que ce sédiment-là, bon, si l'ambiance hydrodynamique dans le canyon est assez énergétique dû à ces courants-là, et donc peut-être le long de l'axe du canyon, il n'y a pas de conditions pour la vie se maintenir là, mais dans le flanc de la pente qui est juste après la bouche du canyon, il va peut-être bénéficier de cet apport de sédiments et donc la vie peut peut-être utiliser ça. Et même dans les parois du canyon, à des niveaux moins énergétiques, ce sédiment en suspension peut peut-être aussi faire un boost pour la vie. Donc ça, c'est le courant de la marée, forçage qui agit sur toute la colonne d'eau, mais après, il y a d'autres forçages qui agissent non pas sur toute la colonne d'eau, mais à des profondeurs plus spécifiques. Et je vous ai parlé de ces profileurs de température, salinité, donc, qui vont de la surface jusqu'au fond. Ici, c'est une représentation possible de ces paramètres, la température et la salinité. On utilise souvent ce diagramme-là parce qu'il permet de voir certaines, on appelle des masses d'eau, donc certaines zones avec des eaux, certaines caractéristiques qu'on peut lier à certaines zones de formation de ces eaux. Bon, ici en surface, ça c'est les points de mesure qui sont, disons, entre la surface et 50 mètres, voire 100 mètres. Il y a le mélange vertical dû au procès de mélange, dû au vent et à la houle, et aussi des contributions continentales et tout ça. Mais après, vous voyez, il y a pratiquement les points vont le long d'une ligne, et cette ligne-là indique des eaux qui sont formées dans des régions lointaines, loin de cette région-là, par des mécanismes de convection profonde, donc de mélange profonde assez importants. Et après, les eaux commencent à circuler dans le bassin de l'Atlantique et en circulant, elles vont se mettre dessous d'autres eaux plus chaudes qu'elles retrouvent dans cette région-là, ou plus chaudes, ou moins salées, qu'elles retrouvent dans cette région-là. Ici, on a, le long de notre pente, on a 2 contributions importantes. Il y a une contribution, voire entre 50 100 mètres jusqu'à 350 mètres de profondeur,
c'est lié à ce mécanisme-là de mélange profond qui se passe au sud et dans le bassin. Donc, dans ce qu'on appelle le courant des Açores, entre les Açores et Madère, à peu près, il y a des mécanismes de mélange assez profonds et après, il y a un transport de ces eaux-là vers notre côte. Et on appelle ces eaux-là les eaux centrales et ça, c'est la composante subtropicale de l'eau centrale de l'Atlantique Nord-Est qu'on trouve le long de notre pente. Je vous parlerai un peu plus de ça. En bas, il y a un autre composant de l'eau centrale, celle-là, c'est formée au nord, des latitudes 45, 50 mètres, 50 degrés nord, où il y a aussi des importants mélanges verticaux, et surtout pendant l'hiver. Et après, ces eaux sont transportées par la circulation de l'Atlantique Nord et arrivent à notre côte avec ce minimum de salinité qu'on voit là. Et finalement, on a la présence de l'eau méditerranéenne, donc, que je vais parler aussi un peu, mais qui va influencer la couche entre les 500 mètres environ et les 1500 mètres. Donc je vais commencer pour vous présenter comment cette eau méditerranéenne arrive au canyon et affecte les canyons. Vous voyez là, l'eau méditerranéenne que je parle se forme dans le golfe de Cadiz, à la sortie de Gibraltar. Ça vient de l'eau de la Méditerranée qui passe dans les couches profondes, qui entre dans le golfe de Cadiz, mélange avec l'eau atlantique et va atteindre un niveau de stabilité qui est associé à sa densité. Et après, elle va s'écouler surtout le long de la pente sud ibérique et après le long de la pente ibérique. Bon, évidemment, elle va aussi s'éloigner, donc il va aussi affecter des zones plus distantes et aussi dans la forme de tourbillons. Et elles peuvent, donc on peut les trouver à sud-ouest de cette zone-là. Mais le long de notre pente, elle apparaît, après avoir stabilisé, disons, en des veines bien localisées, qu'on peut bien distinguer. Il y a une veine principale à peu près à 1500 mètres, 1200 mètres, qu'on voit ici. Ça, c'est la salinité. Donc, on voit ici cette veine-là. Après, il y a une veine supérieure à des profondeurs d'environ 700-800 mètres, qu'on voit là. Et dans certains endroits, il y a aussi une veine peu profonde, qui est encore un peu plus haut. Mais on se concentre dans ces deux veines-là. Elles vont circuler. Donc, vous voyez ici le long de la côte sud-ouest de Portugal, d'Espagne et Portugal, et après la côte sud-ouest du Portugal. Vous voyez, ça c'est la vitesse, donc vous voyez la salinité. Donc, vous voyez cette intrusion d'eau de salinité qui va se propager vers le nord. Et elle arrive à Nazaré. Et quand on fait des mesures, c'était très impressionnant de voir que d'une année à l'autre, il avait une variabilité assez considérable. Vous voyez ici, ça c'est le maximum de salinité qui est associé à l'eau méditerranéenne. Vous voyez, en 2005, juillet 2005, il y avait un maximum vers le large, pas tellement ça c'est le flanc sud, donc c'est ce flanc-là, du promontoire d'Estrémadure vers le canyon. Il n'y avait pas beaucoup, et il avait plutôt au large. Et en 2006, un an après, il y avait toute une région de haute salinité, donc la veine elle était là. On peut lier ça à des différentes conditions de production de l'eau méditerranéenne et d'ajustement et circulation dans tout ce domaine-là de Golfe de Cadiz et vers le nord. Dans certains moments, ces veines-là ont une vitesse plus importante. Et quand ils font le tour de ce plateau de Extremadura, ils peuvent passer. Donc, elles ne sont pas capables de faire le tour et elles dépassent le plateau. Il y a un overshooting. Et donc, elle va arriver un peu plus loin et elle va se rajouter au plateau continental un peu plus loin et pas directement sur la zone de Nazaré. C'est peut-être cette image-là qu'il y en a. Dans d'autres moments, elle a une vitesse moins importante et donc elle peut à tout le moment s'ajuster à la topographie, à la courbature de la topographie et donc faire le tour
et venir directement influencer le canyon. Donc il y a une variabilité assez importante liée à ça, qui est liée aussi aux veines. Donc vous voyez dans une même mission, la veine supérieure, principale, à 1200 mètres, elle passait au large, mais la veine supérieure, à 500 mètres, 800 mètres, elle passait très proche. Donc il y avait différents comportements des deux veines. Ces veines méditerranéennes, elles entrent bien dans le canyon. Donc vous le voyez, ça c'est le canyon jusqu'à la côte, et elles entrent au niveau que je dis, 500 mètres jusqu'à 1100 mètres. Et vous voyez ici, bon, ça c'est l'avantage des modèles numériques, on pourrait utiliser l'observation et donc créer la circulation dans toute la zone. Donc on a la salinité, donc le maximum qui arrive de l'extérieur et après circule. Et donc ça c'est le parcours principal. Mais vous voyez, il y a l'entrée de la veine et on peut avoir une bonne résolution pour voir, ça c'est à 600 mètres. Donc vous voyez, il y a ce parcours qui va même jusqu'à ce voyage-là, donc à une zone déjà très peu profonde. Cette zone-là, c'est correspondant au plateau à des profondeurs de 100 mètres. Donc on est ici à 700 mètres. Donc on a l'eau méditerranéenne qui pénètre jusqu'à une région du plateau continental où, dehors du canyon, les profondeurs sont déjà demi-plateau, au moins que ça. Et ça, c'est important parce qu'il y a des mécanismes qui peuvent conduire au mélange de cette eau salée, un peu plus chaud, mais salée, avec des caractéristiques spécifiques, avec des eaux de surface, des eaux qui influencent le plateau. Un de ces mécanismes, c'est peut-être ces événements de turbidité. Avant une grosse tempête, on avait cette condition-là, donc il y avait la frontière de l'eau méditerranéenne, 500 mètres et 1500 mètres, comme ça. Et après la tempête, on voit tous ces changements-là. Donc, un dans la frontière inférieure, à 1200 mètres, 1300 mètres. L'autre dans la partie plus supérieure, à 600, 500 mètres, donc proche de ce mouillage qu'on a vu. Et ça, c'est lié à ce mécanisme de déclenchement de ce flushing event, ces événements de turbidité que Hervé nous a parlé, qu'on a vu ici. Bon, on a eu la chance ici d'avoir l'image avant et jusqu'après la tempête, et donc voir cette avalanche qui s'est déclenchée, et ça a créé des mélanges et tout ça. Donc, c'est une possibilité de cette eau venir à influencer les couches supérieures et entrer dans la circulation du plateau. Je vous ai parlé de cette composante subtropicale de l'eau centrale, et je voulais parler un petit peu de ça. Hugo, tu peux contrôler le temps parce que je ne sais pas, tu me dirais quand on arrive. OK. Bon. Ça, c'est une image thermique de surface par satellite, donc disponibilisée par le système Copernicus, le CMEMS, le Copernicus Marine System. Et vous voyez ici à peu près, j'ai mis ici seulement comme indicatif, le courant des Açores. C'est important de relier les courants des Açores. Il y a une partie d'origine, une petite partie dans le courant de Gulf Stream, le courant de Golfe, avec une branche qui vient et qui passe des Açores. Donc, le mécanisme exact, on travaille toujours là-dessous, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes et c'est plus complexe que ça, mais il y a probablement d'influence du bassin ouest de l'Atlantique qui sont contenus et circulent dans ce courant des Açores. Et les courants des Açores, ça c'est la composante dominante de la récirculation, va récirculer dans le courant de Canaries. Une partie, elle va s'approcher plus de la côte et de la pente continentale marocaine et donc circule dans ce qu'on appelle maintenant le courant de la poiling des Canaries. Partie entre dans le golfe de Cadiz et donc va influencer des conditions de golfe de Cadiz. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie qui va interagir avec surtout le plateau, la pente continentale au sud-ouest de Portugal, qui peut déclencher ce qu'on appelle le courant de pente vers le pôle, le courant de pente vers le pôle ibérique, qui on trouve bien pendant l'hiver. Donc, ce courant, c'est dû à cet impact de la circulation de l'Atlantique Nord à des niveaux en surface 300, 400 mètres
Et donc la présence de la pente crée un mécanisme pour intensifier une circulation le long de la pente vers le pôle. Et on voit bien pendant l'hiver, quand il y a des mécanismes, il y a des vents qui sont favorables à avoir aussi de circulation vers le nord en surface. On la voit très bien avec une intrusion chaude. Cette image n'est pas très claire, mais vous voyez ici, ça c'est des conditions d'hiver. Bon, des conditions d'hiver, dans un certain cas, on ne va pas expliquer un peu plus ça, mais dans des conditions de la North Atlantic Oscillation négative, on a nos conditions météorologiques sont très influencées, bien sûr, par l'anticyclone des Açores. Et en hiver, dans ces conditions-là, l'anticyclone, c'est plus vers le sud. On a une circulation du ouest, parfois fréquemment du sud-ouest. Donc, ça va créer ce qu'on appelle la condition de subsidence côtière, downwelling. Et donc, avec une circulation le long de plateaux et pentes vers le nord. Et aussi, dans ces conditions-là, on a beaucoup de tempêtes qui passent, de systèmes dépressionnaires qui passent et tout ça, donc conditions énergétiques. Mais vous voyez ici, il y a cette intrusion chaude en surface, ça c'est aussi des images satellitaires, cette intrusion qui longe la pente vers le nord. Beaucoup de vous vous rappelez, mais peut-être vous ne savez pas, ce courant de pente a été déterminant dans une période pas très bonne de notre vie. C'était pendant l'accident du pétrolier Prestige. Le pétrolier, il s'est, après naviguer un peu dans cette région-là, déjà avec des décharges de pétrole, il a échoué au large, dans des fonds assez profonds. Et les nappes de pétrole sont approchées la côte nord-ouest ibérique dans la circulation, elles se sont approchées. Et pendant qu'elles sont entrées dans la région de la pente continentale, elles avaient ce type de circulation. Le vent était plutôt un vent qui favorisait un transport vers le sud, mais il y avait ce courant de pente. Donc en surface, ça c'est le modèle qu'on a utilisé en ce moment-là pour donner le support opérationnel. Il y avait déjà ici l'information d'une tendance vers le nord qui nous a permis d'utiliser pour faire les nappes, les prévisions qui les ramenaient un peu plus vers le nord. Mais si on voit en 50 mètres de profondeur, là, l'effet direct du vent, c'est plus visible comme ça, tellement évident. Et ce qu'on voit, c'est vraiment ce courant le long de la pente continentale qui va vers le nord. Et c'est ça que après nous a donné les conditions qui ont résulté que les nappes ont atteint la côte de Galice et qui après ont circulé dans la baie de Biscaye et qui ont arrivé ici. Vous voyez, ça sont des flotteurs de surface qu'on a mis au moment où le bateau est coulé et après, ils sont partis vers l'est et après, ils sont entrés dans la pente et ils sont tous partis le long de la pente. Donc, transportés par ce courant de surface de la pente. Okay. Donc, ça c'est important parce que ça permet de avoir des influences qui arrivent à notre zone. Et Nazaré crée des conditions pour qu'elle s'approche de la côte. En été, on a des conditions de upwelling, donc des conditions avec le vent du nord qui varient, mais qui a ces nappes froides avec ces filaments et donc ce courant vers le nord qui interagit avec le canyon. Et je vais peut-être casser ça. Et je vais montrer seulement l'image qu'on a avec ces conditions de upwelling. Donc, le content topographique va impliquer une très forte courant qui va agir sur la zone de l'archipelago de Berlinguer. Une autre image. Et ça va donner des conséquences biologiques assez importantes. Ça, c'est la concentration de phytoplancton dans la colonne d'eau. Et donc ici, dans cette partie-là, il y a cette dépression assez profonde. J'arrive à ces conditions-là, c'est les conditions qu'on a vues pendant une mission et avec le modèle. Pendant les relaxations, donc on a des périodes où les vents, soit de upwelling, soit de downwelling, ils relaxaient, ils diminuaient, et on voyait ces circulations serrées sur la tête du canyon. Ça, c'est dû au fait qu'il y a des mouvements verticaux associés au canyon, à la circulation du canyon,
Et dépendant si la relaxation vient d'un vent du nord, donc avec le courant vers le sud, ou le contraire, ça peut créer de l'eau qui arrive en surface et va créer un mouvement. Donc, il va créer dans les colonnes d'eau un mouvement donc, circulaire qui en va comme ça. Soit le contraire, l'eau va tomber dans le canyon, il y a une circulation qui va faire l'eau de surface entrer dans le canyon et créer une circulation, disons, fermée, contraire. Ça, c'était un procès qui nous intéressait beaucoup parce qu'on se disait, bon, ça permet que des espèces avoir un apport de nutriments du canyon et être concentrées dans un lieu très particulier. Et c'était important pour nous. Bon, on avait observé ça avec des systèmes de radar HF, donc, qui donnent des courants de surface pendant certaines périodes. Donc, on a observé non seulement à partir des observations des profils de température, mais même en mesurant les courants. Et donc, ça nous donnait un peu certains objectifs pour la mission qu'on a fait en octobre dernier, où on voulait utiliser les méthodes traditionnelles d'observation avec le bateau, mais introduire la robotique sous-marine comme étant un autre moyen de permettre de réduire le temps de bateau nécessaire, les coûts, et aussi avoir un impact moins important sur l'environnement. On a différents systèmes, donc on a acheté récemment ce glisseur sous-marin, aussi des véhicules de surface, et nos collègues du Porto, de la fac d'ingénierie, ont développé ce système low cost qui ont une propulsion propre. On a fait la mission, ça c'était le planning, les profils bâtissants avec le bateau dans ces points-là, entre le 16 et le 20 octobre, et le glisseur sous-marin qui faisait ce contour-là. Ça c'était le planning, parce que la nature veut toujours d'autres choses. Et finalement, on a fait ça. Donc, on s'est concentré sur la tête du canyon. Le glider était là, le glisseur. Et donc, on a essayé de voir ces cellules de circulation fermées. Bon, et on a eu seulement 5 jours d'émission. Ah, écoutez, je m'excuse. OK. Donc, ça, c'est le bateau qu'on a utilisé, le Don Carlos Primeiro, le Don Carlos Primeiro, un des deux. Ça, c'est la phase de préparation des gliders pour la mise à l'eau. Donc, ce sont ces systèmes qu'on a récemment acquis. C'était l'année dernière qu'on a acquis les deux. Donc, on a deux. On a utilisé ici un glider qui a la pression, température, conductivité, les capteurs, et aussi la fluorométrie pour nous donner une vision de le phytoplancton dans la colonne d'eau, et aussi oxygène dissous. Et l'avantage, c'est qu'on allait lancer le système. Le système allait faire un trajet qu'on commandait, et on pouvait partir du bateau, faire d'autres choses, et après revenir et prendre le glider. C'était un peu challenging parce qu'on a mis le glider à faire une ligne nord-sud, sud-nord, entre les corridors de navigation. Donc, il avait pas. Bon, c'était dans le séparateur de trafic entre les deux corridors. C'était toujours un peu challenging, mais ça a marché très bien. On a eu 3 jours, on a fait cette ligne-là pendant 3 jours. Ça, c'est la phase mise en lot avec les tests. Donc, vous voyez les câbles, c'était pour les tests. Et après, on a commencé la mission. On a commencé tout de suite par lancer un système Argo, parce que ça fait partie du programme, avec coopération avec d'autres collègues en Allemagne. Donc, ça, c'est un flotteur dérivant qui fait des cycles en profondeur. Donc, c'est un programme international. Et les mesures en mer, on peut commencer. Donc, je vais accélérer un peu parce qu'il y a ici la partie... Ah non. Ouais. Donc, ça, c'est la sonde, la bâtissonde. Ça, c'est la partie d'explication. Et je voulais seulement voir, ça, c'est... on a couplé aussi ce qu'on a un Underwater Vision Profiler. C'est un système qui va descendre avec la bâtissonde. Elle va prendre des images assez détaillées, et à partir de ces images, on peut, après, avec un logiciel basé sur l'intelligence artificielle, essayer d'identifier les espèces de zooplancton qui sont dans les différentes images, ou alors proposer la possibilité cette espèce n'est pas connue, d'introduire une certaine classification. On a aussi un profileur de courant dans ce système-là. Le Underwater Vision Profiler, c'est un système qui a été loué au LOV, donc au laboratoire d'océanographie des Villefranche sur mer. Et donc, c'est avec eux qu'on a travaillé. Ça, c'est la partie de
récolte des échantillons pour sels nutritifs, contaminants, phytoplancton, zooplancton avec des collègues d'Aveiro, de l'université d'Aveiro. Et je pense que cette partie-là, c'est terminé. Seulement vous montrer comment travaille le glisseur sous-marin. Ça, c'est une vidéo d'Alcemar. C'est une boîte française qui nous a vendu le système. Vous voyez, dans le système, il y a comment s'appelle ce que les poissons ont, une vessie, non? Vessie natatoire, donc. Et donc, avec de l'huile, on peut la gonfler ou dégonfler. Et donc, si on la dégonfle, la densité augmente, donc elle va partir en surface, au fond, mais avec un certain angle. Donc, il va non seulement descendre, mais avancer un peu dans l'horizontale. Après, en arrivant à une certaine profondeur d'intérêt, ou s'il y a du fond, on gonfle la vessie, et donc elle remonte aussi avec un angle. Donc, il va faire des mesures le long de ce trajet-là. Donc, il n'a pas un moteur, il n'a pas une hélice. Donc, elle joue seulement avec ces différences de densité qu'elle crée elle-même. Et donc, on peut construire après une ligne d'observation. Et voilà ce que le système de Underwater Vision Profiling peut donner au niveau de classification. Donc, je termine ici seulement pour parler. Il y a cette plateforme Blue Cloud. C'est un programme européen, un projet européen de digital. Et on travaille là-dessus aussi. Ce qu'on veut, c'est de fournir des outils pour tous les intéressés, les chercheurs, mais les intéressés par la connaissance de la mer, puissent trouver une façon d'accéder à des données, mais les travailler avec des outils qu'on leur fournit. Il y a ce qu'on appelle les Virtual Labs, Virtual Laboratories, où vous trouverez pour différents services thématiques. Donc, visitez, parce que ça, c'est pour tout le monde, c'est quelque chose d'accessible. Excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci Joao. La matinée est finie jusqu'à 14h30, donc dépêchez-vous.